routine que, lors même qu'il se propose de révolutionner la vie de fond en comble, de faire table rase et de tout changer, ils ne trouvent pas pour autant anormal de suivre la filière des études qui leur sont accessibles, et puis ensuite d'occuper quelques fonctions ou de s'adonner à divers travaux rémunérés qui sont au niveau de leurs compétences ou même un peu au-delà. Voilà pourquoi ceux qui nous exposent diverses pensées sur les révolutions s'abstiennent ordinairement de nous faire savoir comment ils ont vécu. Mais moi, n'ayant pas ressemblé à tous ceux-là, je pourrais seulement dire à mon tour les dames, les cavaliers, les armes, les amours, les conversations et les audacieuses entreprises d'une époque singulière. D'autres sont capables d'orienter et de mesurer le cours de leur passé selon leur élévation dans une carrière, l'acquisition de diverses sortes de biens, ou parfois l'accumulation d'ouvrages scientifiques ou esthétiques qui répondaient à une demande sociale. Ayant ignoré toute détermination de cette sorte, je ne revois, dans le passage de ce temps désordonné, que les éléments qui l'ont effectivement constitué pour moi, ou bien les mots et les figures qui leur ressemblent. Ce sont des jours et des nuits, des villes et des vivants, et au fond de tout cela, une incessante guerre. J'ai passé mon temps dans quelques pays de l'Europe, et c'est au milieu du siècle, quand j'avais 19 ans, que j'ai commencé à mener une vie pleinement indépendante. Et tout de suite, je me suis trouvé comme chez moi dans la plus malfamée des compagnies. C'était à Paris, une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que riches n'importe où ailleurs. Qui pourrait, à présent qu'il n'en reste rien, comprendre cela, hormis ceux qui se souviennent de cette gloire? Qui d'autre pourrait savoir les fatigues et les plaisirs que nous avons connus dans ces lieux où tout est devenu si mauvais? Ici fut la demeure antique du roi de Hou. L'herbe fleurit en paix sur ses ruines. Là, ce profond palais des Tsines, somptueux jadis et redouté. Tout cela est à jamais fini. Tout s'écoule à la fois, les événements et les hommes, comme ces flots incessants du Yangtze-Kiang qui vont se perdre dans la mer. Paris, alors, dans les limites de ses 20 arrondissements, ne dormait jamais tout entier et permettait à la débauche de changer 3 fois de quartier dans chaque nuit. On n'en avait pas encore chassé et dispersé les habitants. Il y restait un peuple qui avait 10 fois barricadé ses rues et mis en fuite des rois.
C'était un peuple qui ne se payait pas d'image. On n'aurait pas osé, quand il vivait dans sa ville, lui faire manger ou lui faire boire ce que la chimie de substitution n'avait pas encore osé inventer. Les maisons n'étaient pas désertes dans le centre ou revendues à des spectateurs de cinéma qui sont nés ailleurs, sous d'autres poutres apparentes. La marchandise moderne n'était pas encore venue nous montrer tout ce que l'on peut faire d'une rue. Personne, à cause des urbanistes, n'était obligé d'aller dormir au loin. On n'avait pas encore vu, par la faute du gouvernement, le ciel s'obscurcir et le beau temps disparaître, et la fausse brume de la pollution couvrir en permanence la circulation mécanique des choses dans cette vallée de la désolation. Les arbres n'étaient pas morts étouffés, et les étoiles n'étaient pas éteintes par le progrès de l'aliénation. Les menteurs étaient comme toujours au pouvoir, mais le développement économique ne leur avait pas encore donné les moyens de mentir sur tous les sujets, ni de confirmer leurs mensonges en falsifiant le contenu effectif de toute la production. On aurait été aussi étonné alors de trouver imprimés ou construits dans Paris tous ces livres rédigés depuis en béton et en amiante, et tous ces bâtiments maçonnés en place-sophisme, qu'on le serait aujourd'hui si l'on voyait ressurgir un Donatello ou un Thucydide. Musil, dans L'homme sans qualité, note qu'il est des activités intellectuelles où ce ne sont pas les gros livres, mais les petits traités qui font la fierté d'un homme. Si quelqu'un venait à découvrir, par exemple, que les pierres, dans certaines circonstances restées jusqu'alors inobservées, peuvent parler, il ne lui faudrait que peu de pages pour décrire et expliquer un phénomène aussi révolutionnaire. Je me bornerai donc à peu de mots pour annoncer que, quoi que d'autres veuillent en dire, Paris n'existe plus. La destruction de Paris n'est qu'une illustration exemplaire de la mortelle maladie qui emporte en ce moment toutes les grandes villes, et cette maladie n'est elle-même qu'un des nombreux symptômes de la décadence matérielle d'une société. Mais Paris avait plus à perdre qu'aucune autre. C'est une grande chance que d'avoir été jeune dans cette ville quand, pour la dernière fois, elle a brillé d'un feu si intense. Il y avait alors sur la rive gauche du fleuve, on ne peut pas descendre 2 fois dans le même fleuve, ni toucher 2 fois une substance périssable dans le même état, un quartier où le négatif tenait sa cour. Il est banal de remarquer que, même dans les périodes agitées par de grands changements, les esprits les plus novateurs se défont difficilement de beaucoup de conceptions antérieures devenues incohérentes, et en conservent au moins quelques-unes, parce qu'il serait impossible de repousser globalement comme fausses et sans valeur des affirmations universellement admises. Il faut pourtant ajouter, quand on connaît par la pratique ce genre d'affaires, que de telles difficultés cessent d'encombrer dès le moment où un groupe humain commence à fonder son existence réelle sur le refus délibéré de ce qui est universellement admis et sur le mépris complet de ce qui pourra en advenir.